Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, management, arrêtez le bullshit et commencez la pratique. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Henri Bergson. Durant 6 années, de 2007 à 2013, j'ai étudié de très près le management. Manager moi-même depuis 2004, j'essayais de comprendre comment faire pour m'améliorer dans cette discipline. En outre, durant cette période, j'ai eu la chance de suivre des formations particulièrement éclairantes et de passer la certification PMP de pilotage de projet. Mais j'ai surtout étudié de nombreux ouvrages, mon blog me servant de cahier de notes pour en extraire et assimiler les idées principales. Venant de l'industrie informatique et du logiciel, je me suis beaucoup intéressé aux méthodes agiles, puis à la formidable capacité des plateformes collaboratives d'entreprise et enfin à la conduite du changement, publiant un petit e-book sur cette thématique, #hyperchange, petit guide de la conduite du changement dans l'économie de la connaissance. Je lisais donc beaucoup, mais je conservais cette frustration diffuse. Ok, il s'agit là de belles histoires, souvent les mêmes d'ailleurs. Google, W.L. Gore, Harley-Davidson, Nordstrom, etc. Mais comment faire à mon niveau pour traduire cela dans mes pratiques opérationnelles, chaque jour avec mes équipes? Les 3 problèmes des ouvrages de management. Ces ouvrages, souvent rédigés par des enseignants-chercheurs Shine, Sutton, Pfeffer, Mintzberg, Christensen, les frères Is, McAfee, pour citer ceux qui m'ont le plus apporté, ou des consultants Bridge, Drucker, Gray, présentent des problèmes à 3 niveaux. Le premier est qu'ils donnent des grands principes directeurs un peu génériques. Exemple, encourage Open Communication pour parler d'un de mes livres favoris, The Knowing Doing Gap. Le second problème réside en ce qu'on ne sait pas déterminer la partie d'interprétation et de storytelling qu'incluent ces ouvrages racontés a posteriori. Si l'on prend l'exemple de Gary Hamel sur scène, en prédicateur habité de l'agilité, j'ai moi-même été tout d'abord très impressionné, on peut suspecter une tendance à enrober un peu ces exemples. On peut aussi imaginer qu'il choisit soigneusement les histoires qu'il va raconter pour leur aptitude à illustrer sa conviction. Le troisième problème est qu'il s'agit d'histoires de seconde main. Tout le monde peut raconter a posteriori l'histoire de Google ou de Airbnb, et en extraire des principes. C'est un peu plus compliqué de raconter une histoire que l'on a soi-même menée, de faire apparaître les doutes que l'on a eus, les hauts et les bas, les avantages et inconvénients des approches testées et les enseignements que l'on en a tirés. Pour répondre à ces 3 problèmes, je sélectionne depuis avec une plus grande attention les ouvrages auxquels je vais accorder du temps, car pour le dire crûment, je trouve aujourd'hui bien peu de valeur dans ce type de littérature. J'ai pris cette décision lors de la lecture de The Power of Pull de John Hagel, un esprit pourtant brillant. Son livre m'est littéralement tombé des mains. C'était à l'automne 2013. Enseignant et consultant Lean. Je me suis depuis lors concentré sur l'étude du Lean. Bien sûr, là encore, il s'agit souvent d'ouvrages d'enseignants-chercheurs, Laike ou Spear, ou de consultants Jones ou Mack, qui peuvent raconter des histoires de seconde main. Avec le cas Toyota qui revient souvent, je le concède. Mais ce n'est pas exactement la même chose. En ce qui concerne Jeffrey Laike ou Stephen J. Spear, il y a 2 différences essentielles. La première est que tandis que Gary Hamel écrit un chapitre sur W.L. Gore, et un paragraphe sur Toyota, Laike a écrit 8 ouvrages sur Toyota, dont un fieldbook éminemment pratique et hautement recommandable. Il sera difficile de prétendre qu'on parle là, du même niveau d'étude d'un sujet. S'agissant de Spear, c'est là aussi remarquable. Il a travaillé à la chaîne comme opérateur dans 2 entreprises, une qui n'appliquait pas le Lean puis chez Toyota pour voir de ses yeux sur le terrain les différences d'approche. Un témoignage saisissant dans son excellent Chasing the Rabbit. Le cas de Daniel T. Jones et Jim Womack est assez similaire. Ils ont consacré la majeure partie de leur carrière à l'étude et la pratique du Lean. Ils ont surtout formalisé le système Lean comme un ensemble de pratiques. Enfin, ils ont constaté les résultats obtenus par des outils bien spécifiques pour régler une problématique donnée sur une performance opérationnelle précise. Expliquer que l'entreprise libérée c'est super sympa et en plus ça marche. En parlant de Harley-Davidson, qui est une entreprise Lean, tout comme Favi, autre case study de Liberté Esperluette Company, est une première perspective éditoriale. Une seconde est de décrire comment la mise en place d'un flux continu pour atteindre la stabilité,
puis d'un flux tiré par le client pour se mettre dans une démarche quotidienne d'amélioration continue et systématiquement éliminer les gaspillages, a permis à Porsche de passer de 3 semaines à 1 jour de lead time, délai de bout en bout pour construire une voiture. Il ne s'agit pas dans le second cas, de la même rigueur dans l'analyse des techniques de management. Un exemple d'ouvrage qui contourne les 3 limitations citées ci-dessus est le virage Lean de Harburn. Dirigeant, il y raconte l'histoire menée au sein de son entreprise et chaque étape qui a permis d'obtenir des résultats opérationnels et économiques remarquables. Assez de théorie, passons à la pratique. C'est ce que je rappelle très régulièrement aux chefs de projet Lean que je coach, lors de l'animation des ateliers. Séduits par l'élégance et la robustesse du système, ils tombent dans le piège de ceux qui débutent dans le Lean, piège auquel je n'ai pas non plus échappé, et se répandent en explications théoriques. C'est un piège, car les équipes participant aux ateliers se moquent de la théorie. Ce qui les intéresse est que nous les aidions à traiter leurs problèmes. Cela ne veut pas dire que la théorie soit inutile, bien au contraire. Il est essentiel que les pratiques des managers soient alimentées par une robuste connaissance théorique. C'est l'éclairage de la pratique par la théorie qui nous permet de développer en profondeur l'expertise en management. C'est pour cela que je ne vois plus beaucoup de valeur dans une théorie qui n'est pas validée dans une boucle de rétroaction par la pratique. Il s'agit alors, selon moi, de matière inerte. Pratique du manager, revenir à l'essentiel. L'automne 2013, date à laquelle ma perspective sur les ouvrages de management a changé, est aussi l'époque à laquelle j'ai rejoint Opera Partners. J'ai depuis eu la chance d'être coaché par des collègues tels que Régis Medina, Antoine Contal ou Marie-Pia Ignace. J'ai ainsi découvert que le Lean est une pratique de management que l'on met en œuvre chaque jour. Et cela a représenté un profond soulagement. On cesse de discuter pendant des heures sur comment refaire le monde avec de grands principes. On va plutôt, comme dans la méditation, simplifier son champ d'attention et se concentrer sur une chose, aider l'équipe à satisfaire la demande du client aujourd'hui. Ce livre raconte ce cheminement qui a été le mien durant ces 5 années, 2013 à 2018, à travers des exemples très concrets, alors que j'accompagnais une vingtaine d'équipes dans l'amélioration et la réconciliation avec leurs différents clients. Étant un amoureux des idées comme me qualifie souvent Marie-Pia Ignace, je ferai cependant le lien avec des principes théoriques afin d'enrichir les cas présentés et apporter un éclairage contextuel pour rendre l'enseignement actionnable par le lecteur. Les longs échanges avec Michael Ballet dans la dernière partie du livre permettent aussi de prendre un recul supplémentaire à travers un dialogue avec un des coachs et des chercheurs les plus avancés sur le sujet. Cet ouvrage complète dans sa dimension pratique mon ouvrage précédent #Hyperlean, ce que signifie l'avènement du numérique, plutôt destiné aux dirigeants, en ce qu'il apporte une dimension actionnable aux managers qui souhaitent faire réussir leur équipe dans le monde d'aujourd'hui. Une clé de succès essentielle pour la transformation numérique des entreprises car comme le rappellent Eric Brynjolfsson et Andrew McAfee dans The Second Machine Age, cette transformation numérique est aussi et surtout un enjeu de management. Le livre est structuré en 5 parties invitant chacune à des actions de nature différente. Un dirigé se concentre sur les principes stratégiques. 2 managers concernent les pratiques quotidiennes de management. 3 coacheurs est consacré au coaching et à l'accompagnement des équipes dans l'amélioration. 4 faire et apprendre regroupe des études de cas un peu plus détaillées. 5 dialoguer présente un entretien avec Michael Ballet. L'objectif de ce livre, et du site hyperlean.fr qui comporte des informations pratiques complémentaires, est de vous faire tester ces pratiques dès lundi prochain. Bonne lecture. Nous obtenons de très bons résultats avec des personnes normales, gérant des systèmes excellents. Nos concurrents obtiennent des résultats moyens avec des personnes excellentes, utilisant des systèmes défectueux. Fujioshi. 1. Diriger. 1. L'année où l'informatique est devenue le numérique. Lorsque je travaillais pour British Airways à Londres, ma voisine de bureau, la brillante Rachel, diplômée de philosophie, dans une équipe IT, avait pour mari un chic type du nom de Terry. Il y avait une excellente dynamique dans cette équipe. Nous faisions du bon boulot et livrions des projets dans les temps et budgets, un truc de dingue.
Du coup, nous avions de nombreuses opportunités pour célébrer en équipe les projets réussis au pub avec Andy, supporter de Middlesbrough FC. Au Royaume-Uni, les lads se présentent en communiquant 3 informations. Leur prénom, leur ville d'origine et le club de football qu'ils supportent. L'immense Doug qui mesure plus de 2 mètres, Barbara, qui tricota un gilet à la naissance de ma fille, Drew, supporter de Sunderland, et last but not least, Adrian, notre manager, bienveillant bien que supporter du Chelsea FC. C'est à une de ces occasions que j'ai rencontré Terry. Un beau gars jovial aux cheveux clairs et aux yeux très bleus, qui rétrospectivement n'était pas sans évoquer Justin Timberlake. Terry m'expliqua ce qu'il faisait, il était consultant SAP. Nous étions en 1998, la France allait bientôt remporter la Coupe du Monde de football, et je découvrais à ce moment précis le mal qui allait contaminer les grandes organisations au début du XXIe siècle. L'informatisation des processus. 1990 à 2010, l'informatisation des processus. À cette époque, la fin des années 1990 donc, la demande SAP était hystérique. Je n'ose vous donner le montant de son taux journalier. Terry était indépendant. SAP proposait un rêve de dirigeant tayloriste, formaliser des processus métiers et les figer dans des systèmes d'information. Le DSI allait ainsi devenir une organisation clé de l'entreprise, garante de l'informatisation de ses processus. L'entreprise avait décidé d'optimiser son organisation depuis la perspective de son organisation interne, incarnée par les processus. Et la DSI est devenue cette organisation au cœur de très nombreuses conversations. Une équipe sur laquelle les équipes métiers posaient alors un regard pour le moins dubitatif. En 2013, lors d'un meet-up Entreprise 2.0, j'ai entendu pour la première fois l'expression transformation digitale, proposition donnée par le CEO de Next Modernity, Richard Collin, comme alternative au social business qui ne voulait pas dire grand-chose. Depuis lors, je me suis souvent demandé pour quelles raisons on ne parle plus de système d'information. Une réponse possible. L'intitulé système d'information est devenu le symbole de cette volonté de maîtrise des processus, marquant cette période et cette vision de l'organisation. Du logiciel souvent pâteau, peu ergonomique, qualifié de enterprise par la communauté internationale des hackers, des services numériques qui sont souvent imposés à des utilisateurs captifs de ces outils, inadaptés à leurs problématiques métiers. 2010 à 2020, l'avènement du parcours client. Avec ce point de mire auto-centré de l'entreprise, il est vite apparu qu'il y avait un grand oublié dans l'histoire, le client. Le client se moque bien que dans 80% des cas les services sont rendus dans les temps, s'il fait partie des 20% des infortunés de la statistique. Le client se moque bien de savoir que chaque étape du processus est dans les temps, si entre chacune des étapes il y a des attentes et ou des allers-retours qui font qu'au bout du compte sa demande sera traitée en 1000 jours alors que le travail à effectuer ne représente qu'une charge effective de moins d'1 jour, cas réel observé. L'avènement de technologies publiques plus puissantes, plus fluides et mieux intégrées que les technologies mises à disposition au sein de l'entreprise, a joué un rôle fondamental dans la mise en évidence des manquements de nos DSI. Comme nous l'expliquons dans #Hyperline, ce que signifie l'avènement du numérique, l'année 2007 est probablement l'année pivot durant laquelle il est devenu impossible de le dissimuler. Le design thinking, en 2009, va théoriser ce changement profond pour l'entreprise. On va enfin pouvoir se concentrer sur le parcours client. Après avoir utilisé la technologie durant 20 ans dans le but d'optimiser l'organisation interne, on va commencer à s'intéresser vraiment au client, à son expérience du produit et du service. Si aujourd'hui le numérique est devenu un tel sujet pour les entreprises, c'est parce qu'il incarne justement ce changement majeur de perspective. D'une perspective interne centrée sur les processus à une perspective externe centrée sur le client. C'est en cela que réside la différence majeure entre l'IT et le numérique dans notre inconscient collectif d'acteurs du secteur tertiaire. L'IT incarne le focus sur les processus alors que le numérique incarne le focus sur le parcours client. On comprend alors facilement pourquoi les directions ont souhaité sortir le sujet numérique du giron de l'IT Organization, la DSI. L'architecte et l'ergonome, Push Technology versus Pull Technology. Bien avant Change by Design, un ouvrage qui ne m'a pas vraiment semblé à la hauteur de sa réputation,
Daniel T. Jones et James Womack ont identifié ce problème de focus client dans les services. Ils ont proposé une approche structurée inspirée du Lean dès 2005 dans leur ouvrage Le Lean au service des clients, ce que le client veut quand il veut, où il veut, sans toutefois avoir le même écho que l'ouvrage de Tim Brown. Une approche qui, appliquée au monde de l'informatique, se présente sous ce que Daniel T. Jones appelle le pull technology. Cela consiste à tirer les fonctionnalités informatiques depuis les besoins métiers des clients, en s'appuyant sur une démarche basée sur l'ergonomie et la compréhension profonde des cas d'utilisation. Il s'agit d'une approche complètement en phase avec ce dont on parle aujourd'hui, lorsque l'on parle du numérique. Cette approche s'oppose à celle classique, que l'on peut observer dans les directions informatiques, de push technology qui consiste en une démarche d'architecture et d'urbanisation des systèmes, avec pour but de concevoir, à partir des technologies disponibles, des solutions en chambre, CAD sans aller sur le terrain pour essayer de comprendre très précisément les besoins métiers. Pousser de la technologie au métier. Comme l'explique Daniel T. Jones dans #Hyperlean, les directions informatiques pensent qu'elles sont capables de transformer l'organisation entière depuis leur poste, souvent bien éloignés de ceux des équipes métiers. Voilà pourquoi le taux de réussite de ces initiatives est très faible. Le Lean pour le numérique. C'est au cœur de cette distinction que réside la raison d'être du Lean IT. Et s'il fallait retenir une seule idée de ce livre, ce serait celle-ci. Le Lean est une stratégie validée pour appréhender les enjeux du numérique. En se concentrant sur le client et sur son parcours avec la pratique du Genshi Genbutsu, allez voir sur le terrain, le Lean avait, depuis une 50aine d'années déjà, développé cette notion du parcours client. L'histoire de l'ingénieur en chef de la Toyota Camry, qui a passé plusieurs mois avec une famille américaine à traverser les États-Unis pour comprendre comment ils vivaient, leur voiture est à ce titre révélatrice. En se concentrant sur les éléments de performance opérationnelle essentiels pour le client, qualité et délai, depuis la perspective de ce dernier, le Lean permet de concentrer notre énergie sur ce qui est important pour lui. Enfin, en intégrant dans les pratiques quotidiennes les feedbacks clients pour comprendre ce que l'on peut améliorer, et en s'appuyant sur la rigueur de la pensée scientifique pour expérimenter, mesurer et valider, le Lean répond parfaitement à l'enjeu majeur du digital, remettre le client au cœur des préoccupations de chacun dans la numérisation de son expérience. 2. Définir la compétence reine de l'entreprise du XXIe siècle. Le World Economic Forum a publié la liste des 10 compétences principales dont votre organisation a besoin pour prospérer dans la 4e révolution industrielle. Le rapport a demandé à des responsables de ressources humaines et des directeurs en stratégie chez des employeurs internationaux majeurs ce que signifiaient les changements à l'œuvre aujourd'hui, typiquement pour l'emploi, les compétences et le recrutement. Le premier objectif de ce chapitre est de vous aider à rendre cette information essentielle actionnable pour votre organisation. Dans ce but, on ne va pas se contenter de parcourir ici ce rapport pour ajouter du bruit et de la spéculation intellectuelle. L'idée est plutôt de vous aider à réfléchir précisément aux implications des résultats de cette recherche. Sans vouloir sembler présomptueux, vous aider à réfléchir précisément à ces implications signifie simplement poser des questions. Clayton Christensen et Jason Fried pensent aussi tous deux que c'est la bonne approche pour comprendre pleinement un sujet. Cela peut valoir le coup d'essayer. Le second objectif est de vous permettre d'analyser la stratégie RH à l'œuvre dans votre organisation, avec un regard sans complaisance pour déterminer si cette stratégie permet effectivement le développement de cette compétence. Le chapitre suivant s'attache lui à vous apporter quelques pistes à explorer, pour créer un contexte propice à son développement. Et la compétence professionnelle la plus importante au XXIe siècle est. Voici donc le classement des 10 compétences les plus importantes selon le World Economic Forum. 1. Résolution de problèmes complexes. 2. Coordination avec d'autres personnes. 3. Management et personnes. 4. Pensée critique. 5. Négociation. 6. Contrôle qualité. 7. Orientation service. 8. Raisonnement et prise de décision. 9. Écoute active. 12. Créativité. Vous rappelez-vous ce qu'on nous enseigne en philosophie, pour bien démarrer une dissertation ?
Commencez par la définition des concepts en question dans le sujet à explorer. Je vous propose donc de lancer cette réflexion avec cette rigueur philosophique en donnant des définitions précises. Qu'est-ce qu'un problème ? La résolution de problèmes, un peu comme la collaboration, l'agilité, le leadership ou encore l'innovation, est extrêmement populaire chez les business thinkers ou les consultants en organisation. Pourtant, j'ai du mal à me souvenir d'aucun sauf parmi une certaine communauté, donnant une définition précise, partagée et sans ambiguïté pouvant servir de base saine et fructueuse au débat. Alors voici ma première question. Quelle est votre définition d'un problème ? Cela peut vous sembler incongru, évident et superficiel, mais faites l'exercice. Quelle est votre définition d'un problème ? Cette définition est-elle précise ? Quels sont les derniers problèmes qui soient survenus cette semaine ? Comment savez-vous qu'il s'agissait effectivement de problèmes et pas de symptômes, de causes ou de perceptions ? Une autre question qui en découle, tout aussi importante. Quelles sont les différentes natures de problèmes que vous rencontrez ? Comment reliez-vous ces natures de problèmes à votre performance économique ? Qu'est-ce qu'une résolution de problème ? Maintenant que vous avez une définition claire et partagée d'un problème, qu'est-ce qu'une résolution de problème ? Encore une fois, cela peut sembler évident et superficiel, mais cela vaut la peine de faire l'effort d'y réfléchir. S'agit-il de se précipiter sur une solution ? Comment pouvez-vous dire qu'un problème est résolu ? Quelle est votre méthode pour résoudre un problème ? Cette méthode est-elle pratiquée dans toute votre organisation ? Comment en êtes-vous certain ? Quels sont les résultats de ces résolutions de problèmes sur votre performance économique ? S'il s'avère que vous n'avez pas de méthode précise et structurée pour résoudre des problèmes, pensez-vous que cela soit acceptable, sachant qu'il s'agit là, de la compétence clé pour réussir au XXIe siècle ? Rendre les problèmes visibles. Si la résolution de problèmes complexes est importante, les problèmes sont-ils visibles ? Au bout de combien de temps ? Quel est le dispositif vous permettant de rendre les problèmes visibles, au plus tôt ? Je me rappelle cette expérience terrible lorsqu'au sein de notre start-up, nous nous étions rendus compte 18 mois trop tard que notre nouveau produit n'était pas le bon. L'entreprise est morte 8 mois après. La première question. Quelle est la première question posée dans votre entreprise ? Une question essentielle pour évaluer la culture de votre organisation, lorsque se présente un problème. En d'autres termes, votre entreprise propose-t-elle un contexte favorable au travail sur les problèmes ? Ou s'agit-il au contraire d'une culture dans laquelle on s'en prend aux messagers ? Comment pouvez-vous vous assurer que ce n'est pas le cas ? Pouvez-vous donner des exemples dans lesquels on a remercié des personnes apportant des problèmes ? Personnes qui résolvent les problèmes. Comment pouvez-vous dire que les personnes dans votre organisation savent résoudre des problèmes ? Pouvez-vous penser à une personne en particulier qui, selon vous, dispose de cette compétence ? Comment s'y prend-elle ? Quelle est sa méthode ? Revenez à votre définition d'un problème et d'une résolution. Cette personne dispose-t-elle vraiment de cette compétence ? Quelle est votre stratégie RH sur ce sujet ? Comment recrutez-vous des problem solvers ? Désolé, pas de terme en français. Quelles sont les étapes de votre processus de recrutement qui s'assurent que les personnes disposent de cette compétence ? Ces étapes fonctionnent-elles ? Comment pouvez-vous le dire ? Avez-vous des exemples à l'esprit de derniers recrutements qui se sont avérés être des échecs sur ce sujet particulier ? Quelles en étaient les raisons ? Quels sont les types de diplômes montrant que les personnes disposent de cette compétence ? Quels sont les types de parcours ou d'expériences acquises ? Quel est le type de réponse de candidats vous faisant dire que ces personnes sont des problem solvers ? Comment développez-vous cette compétence dans votre entreprise ? Comment savez-vous que les personnes s'améliorent sur ce sujet ? Comment pouvez-vous dire qu'un manager est un problem solver ? Un directeur ? Y pensez sérieusement. Dans le chapitre suivant, nous revenons avec des réponses claires et précises sur ces définitions et ces questions. Avant d'aller les lire, nous vous recommandons vivement d'accorder un temps de réflexion à ces questions, seul ou encore mieux, avec votre équipe. Cela représentera votre premier pas dans le développement structuré de cette compétence au sein de votre organisation. 3. Développer la compétence, reine du XXIe siècle, au sein de votre organisation. Le chapitre précédent s'appuie sur les résultats d'une étude du World Economic Forum,
montrant que la compétence professionnelle essentielle pour réussir au XXIe siècle est la résolution de problèmes complexes. Cette première partie avait pour but de vous aider à ausculter votre organisation et sa capacité à développer un contexte propice à développer cette compétence à travers de nombreuses questions. Le présent chapitre fournit quelques réponses à ces questions. Ce que sont précisément un problème et la résolution de celui-ci, comment identifier cette capacité chez vos collaborateurs, etc. De plus, elle vous offre quelques pistes à explorer pour faire de votre organisation un meilleur endroit pour développer et pratiquer cette compétence quotidiennement. Qu'est-ce qu'un problème ? Si vous voulez vous assurer que vos équipes possèdent et appliquent cette compétence de résolution de problèmes complexes, un bon point de départ est de s'assurer que tout le monde partage une vision claire de ce que cela signifie. Commençons par problème. S'agit-il d'un problème de communication ? Et par exemple, Kimberley a été plutôt abrupte avec moi durant la dernière réunion ? Un problème de collaboration ? Maintenant Kimberley ne veut plus travailler avec moi sur ce projet ? Un manager contrarié ? Car quelqu'un ne s'est pas présenté à sa réunion ? Une réunion de 2 heures sans aucune décision prise ni aucun plan d'action défini ? Toyota sait depuis plus de 70 ans que cette compétence est la plus importante qui soit chez ses collaborateurs. Et leur définition d'un problème est la suivante. Un problème est un écart entre la performance mesurée et la performance attendue. Voilà la première grande nouvelle, un problème peut être mesuré. Hurrah! Comme l'exprime souvent Marie-Pia Ignace, si on ne peut pas le mesurer, alors c'est un souci, ce n'est pas un problème. Comme expliqué dans le chapitre 14, transformer un souci en problème permet surtout de transformer un sujet anxiogène et insaisissable en sujet actionnable. Aussi les premières choses à voir avec vos équipes sur ce sujet, est dans un premier temps, si elles partagent une vision précise de ce qu'est un problème et puis si elles sont capables de relier des soucis à des problèmes mesurables. Quelle est la nature du problème ? Une fois que nous avons défini le problème en tant qu'écart de performance, nous pouvons réfléchir à sa nature en regardant l'indicateur de performance correspondant. S'agit-il d'un problème de satisfaction client ? De délai ? De coût ? De qualité ? De satisfaction des collaborateurs ? Cela semble alors beaucoup moins nébuleux ou intangible. Plutôt que dire que nous avons un problème avec Kimberley, SIC, car elle semble contrariée aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un problème de délai car nous avons 3 jours de retard sur le plan. Et Kimberley était contrariée, car elle a demandé clairement il y a 3 semaines un point de contact dans notre filiale à l'autre bout du monde, pour obtenir tous les entrants logiciels dont elle a besoin pour intégrer et packager la solution et être dans les clous. Ce que nous pensions être un problème, Kimberley contrariée, n'était en fait que le symptôme du problème. Que s'est-il passé ? Comment se fait-il que nous n'ayons pas pris cette recommandation en compte ? Que devons-nous changer dans notre manière de faire pour éviter que ce problème se reproduise ? Cela change de manière radicale la façon dont l'ensemble de l'équipe regarde le problème. Il s'agit là d'un premier pas essentiel pour travailler sur sa résolution. Qu'est-ce que la résolution de problème ? Maintenant que nous avons défini précisément ce qu'est un problème, que nous avons identifié sa nature, attachons-nous à la définition de résolution de problème. Est-ce se précipiter sur une solution ? Mettre en œuvre la solution du hippo ? Highest paid person's opinion ? Cacher le problème sous le tapis pour que personne ne le voie ? Travailler tous ensemble pour trouver une solution sympa ? L'approche de Toyota, bien que riche d'enseignements, demeure rigoureuse et bien peu glamour. Cette approche est fondée sur la méthode scientifique Francis Bacon et la Royal Society au XVIIe siècle, appliquée au business, le PDCA de Shewhart et Deming, défini dans les années 1950. Formuler le problème sous forme d'écart de performance, d'où l'importance de la qualité de sa définition. Identifier des causes racines au problème. Pour cela, comprendre quel en est le contexte, ce qu'il s'est passé précisément, etc. 3. Identifier une contre-mesure à tester pour corriger la cause racine. 4. Tester la contre-mesure en mesurant le résultat obtenu, une fois cette contre-mesure mise en œuvre. 5. Si cela a marché, valider la contre-mesure et l'intégrer dans ses standards de travail. Si cela n'a pas marché, retournez au point 2.
Voici la seconde partie magique de l'approche de Toyota. Le problème est résolu car on peut le constater dans la performance mesurée. Un effet de bord très intéressant. Relier des actions à des résultats positifs visibles par le client, d'où l'importance d'un indicateur de performance significatif depuis la perspective du client, donne du sens aux actions de l'équipe. Voir à ce sujet le chapitre 18. Voilà donc une information paradoxale au sujet de la compétence professionnelle la plus importante du XXIe siècle. Elle est fondée sur une approche définie au XVIIe siècle, adaptée au monde de l'entreprise dans les années 1950. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, cette compétence requiert de la discipline. On pourra m'objecter que la compétence est la résolution de problèmes complexes, et pas la simple résolution de problèmes. Ce à quoi je répondrai par une question. Lorsque vous avez commencé le ski, avez-vous démarré avec des pistes noires? Commencez-vous le tennis par un match contre un joueur classé au niveau national? Autre information paradoxale. La pratique quotidienne de résolution de problèmes simples permet de développer les compétences nécessaires pour traiter ensuite des problèmes complexes. Rendre les problèmes visibles. Maintenant que nous avons défini ce que sont un problème et sa résolution, nous devons nous assurer que ces problèmes sont rendus visibles au plus tôt au sein de l'organisation, ce dans deux buts. Tout d'abord améliorer la performance opérationnelle par petits pas et ensuite, pratiquer le geste chaque jour dans le but d'améliorer cette compétence. Il y a plusieurs approches pour rendre des problèmes visibles et là encore, celle de Toyota est une formidable source d'inspiration. Vu que les problèmes sont des écarts de performance, nous rendrons ces problèmes visibles sur le mur, dans l'espace de l'équipe. Cela se fait avec du management visuel, montrant les indicateurs de performance clés de l'équipe, qui importent aux clients. Délai, coût, qualité, satisfaction client, ils sont tous mis à jour et discutés quotidiennement. Regarder la performance chaque jour permet de rendre les problèmes visibles chaque jour et de réagir pour protéger le client. Incidemment, avoir la performance, et donc les problèmes, affichés au mur permet d'avoir l'ensemble de l'équipe côte à côte face aux problèmes et d'entretenir une dynamique collaborative radicalement différente. Une des raisons pour lesquelles cette pratique Lean a été mise en œuvre dans le monde des méthodes agiles de développement logiciel. La première question. Une fois le problème décrit sous la forme d'écart de performance, nous sommes sur le bon chemin. La première question est alors de demander pourquoi. Pourquoi ce problème est-il survenu? Qu'est-ce qui, dans notre système de fonctionnement, a permis à ce problème de survenir? Comme l'explique le professeur du MIT Stephen J. Spear, quelle est la chose que nous ignorons de notre processus que celui-ci essaye de nous souffler à l'oreille? Cette première question posée lors de la survenue d'un problème est probablement un des meilleurs révélateurs de la culture de votre organisation. Si cette question est qui? Alors quelque chose doit changer, si l'on veut créer un contexte propice à la résolution de problèmes. Les problèmes ne sont pas causés par les personnes, mais par le système dans lequel elles se débattent. Nous voulons trouver les causes premières du problème afin que ce problème ne se reproduise pas encore et encore. Et nous voulons nous assurer que nous corrigeons un problème, non pas un symptôme. Embaucher des problème solvers. Une des questions que pose la première partie de ce chapitre est la suivante. Comment recruter des problème solvers? Pardonnez l'anglicisme. Solutionneur de problème est incorrect, on ne solutionne pas un problème, on le résout, et une personne sachant résoudre un problème est une expression terriblement laborieuse. La meilleure façon est de les questionner sur un problème technique ou business, auquel ils ont été confrontés durant leur carrière. Le problème était-il mesuré, exprimé sous forme d'écart de performance? Quel en était l'impact pour le client? Quel a été le processus intellectuel qui lui a permis de le résoudre? Sauter sur une solution? Incriminer les collègues ou le manager? Ou plutôt s'intéresser à la cause première? Tester des hypothèses et des contre-mesures? Comment cette personne s'est-elle assurée que le problème était résolu? Est-elle revenue à la mesure des résultats? Quels ont été les enseignements tirés de cette expérience? Comment cela a-t-il affecté sa manière de travailler? A-t-elle su embarquer d'autres personnes dans ce travail? Développer des problème solvers. Une autre question est comment développer des problème solvers au sein de son organisation.
Dans la mesure où la résolution de problèmes est une compétence, la meilleure façon de la développer est de s'exercer à cette pratique. Voir à ce sujet le travail remarquable de Daniel Coyle dans son ouvrage The Talent Code. Coyle a longuement étudié les secrets du développement d'une compétence spécifique, et en a défini clairement les mécanismes. Une idée relativement inconfortable pour les travailleurs de la connaissance, qui favorise souvent le savoir comment on fait au savoir-faire. Pourtant il n'y a pas d'alternative, cette compétence requiert de la pratique, un coaching pour prendre du recul sur la pratique et voir ses propres limites et enfin un travail systématique sur les points de faiblesse. Une autre conséquence remarquable de la résolution de problèmes est que l'amélioration de la performance obtenue n'est qu'un résultat accessoire. L'objectif est l'apprentissage permanent. Faire de la résolution de problèmes la clé de voûte de votre organisation transforme celle-ci en une organisation apprenante, ce qu'a fait Toyota depuis 66 ans. La raison première pour laquelle la résolution de problèmes complexes est une compétence si recherchée est parce qu'elle aide à développer ce que le Lean Startup d'Eric Ries appelle la connaissance validée. Validée comment ? Par la mesure. Comme l'explique Mary Poppindick dans l'entretien qu'elle a accordé à #hypertextual, celui qui apprend le plus vite gagne. Un dernier effet de bord très important, cela change complètement le rôle du manager comme expliqué dans #hyperlean, ce que signifie l'avènement du numérique. D'une approche commande et contrôle à une approche de pilotage de l'amélioration et de coach de l'équipe dans la résolution de problèmes, pour développer encore et toujours cette compétence essentielle. Construire une entreprise sur la résolution de problèmes. Si l'on regarde de façon un peu superficielle le mode de fonctionnement de Toyota, on peut être fasciné par le nombre d'améliorations suggérées par chaque employé chaque année et se laisser emporter par des spéculations sur la culture de l'entreprise. L'employé moyen Toyota contribue à plus de 100 idées d'amélioration par an. Cela se cumule rapidement à des millions d'idées pour le constructeur. Mais tandis que les idées sont effectivement importantes, ce qui l'est davantage est la culture dans laquelle cet esprit est encouragé. Tout ceci ne se produit pas parce que Toyota a investi dans une plus grosse boîte à idées. Cela se produit parce que Toyota a construit l'ensemble de son organisation autour de la compétence de résolution de problèmes, afin que chacun, chaque jour, à chaque niveau de l'organisation, résolve des problèmes. La résolution de problèmes est une pratique quotidienne chez Toyota comme dans chaque entreprise Lean. L'amélioration continue à une époque de changement de rupture. Un des points saillants de cette vision est ce paradoxe déjà évoqué, inconfortable pour les penseurs du #Future of Work. La compétence professionnelle essentielle au XXIe siècle est une pratique née dans les années 50, héritée de la méthode scientifique née au XVIIe siècle. Une objection fréquemment entendue à cette proposition est la suivante. Cette compétence est la base de l'amélioration continue, voir chapitre suivant, et cette stratégie d'amélioration continue n'est pas pertinente à une ère de changement de rupture. Une assertion que l'on peut contester du fait que des personnages très influents du monde du numérique tels que Paul Graham, David Heinemeier Hansson, Scott Berkun ou l'ancien CTO de Google, Douglas Merrill se rejoignent sur l'origine de l'innovation. Le désir de résoudre un problème. Quelle est votre stratégie pour développer cette compétence ? Quelle est donc votre stratégie pour développer cette compétence au sein de votre organisation ? Comment saurez-vous que vous êtes sur le bon chemin ? Que cela va-t-il changer dans votre façon de travailler, d'encadrer vos équipes, de diriger votre organisation ? 4. Amélioration continue ou innovation de rupture. Ce texte est une réaction à une citation de Oren Harari, une citation qui a beaucoup de succès auprès d'une certaine population de consultants que l'on pourra qualifier de sensationnalistes. La lumière électrique n'a pas vu le jour, grâce à l'amélioration continue de bougies. On reconnaît ici, la même petite musique, la même croyance que l'on peut retrouver dans les propos de Aaron Dignan, comme à la conférence USI 2015, dans laquelle ce consultant en leadership établit une opposition entre d'une part, l'efficacité opérationnelle, le foyer de l'amélioration continue, et l'adaptabilité de l'entreprise à un monde de changements brutaux de l'autre. Comme si ces deux sujets étaient mutuellement incompatibles, et que l'on devait choisir entre eux.
Il y a selon moi de nombreuses incohérences dans cette opposition, et voici pourquoi. La vraie histoire de l'invention de l'ampoule. Tout d'abord, le processus effectif de l'invention de l'ampoule. Ce que Thomas Edison semble avoir dit sur le sujet. Après que nous avons conduit des milliers d'expérimentations sur un certain projet sans résoudre le problème, un de mes associés, au terme de l'expérimentation clé qui s'avéra être un échec, exprima du découragement et du dégoût sur le fait que nous avons échoué à trouver quoi que ce soit de valable. Je lui ai alors apporté tout mon soutien, et lui ai assuré que nous avions appris quelque chose. Car nous avions alors appris avec certitude que la chose ne pouvait être construite ainsi, et que nous devions tester d'autres approches. Cette déclaration proviendrait d'un entretien accordé par Edison, et publié dans l'édition de janvier 1921 de l'American Magazine. Elle est parfois raccourcie comme ci-dessous, nous ne savons pas si elle est authentique. Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert avec succès 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Ce qui tendrait à contredire de façon assez radicale ce que sous-entend la citation qui ouvre ce billet. Edison n'a pas radicalement inventé l'ampoule. En fait, il ne l'a pas inventée tout court car les lampes à incandescence existaient déjà lorsqu'il a débuté ses travaux. Lui et son équipe ont travaillé sans relâche sur l'amélioration continue et l'expérimentation, pour les rendre commercialement viables. Ce qui, incidemment, est la définition de Schumpeter de l'innovation, introduire une invention dans un système social. Inspiration et transpiration. Ce travail expérimental sans fin, basé sur le mode essais-erreurs, que la langue anglaise traduit en test et learn à méditer, est aussi illustré par cette autre citation du grand Edison qui laisse entendre que le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Je digresse un instant, mais il est intéressant de constater que l'immense écrivain polyglotte Vladimir Nabokov s'est lui aussi approprié ce motto pour son travail de création littéraire, comme il l'explique dans ses cours sur la littérature. Une idée qui met les radical thought leaders et consultants en innovation plutôt mal à l'aise. À tel point que certains d'entre eux ont même essayé de réécrire l'histoire dans des acrobaties rhétoriques pour le moins embarrassantes. La vérité qui incommode est la suivante: il n'y a pas de raccourci, pas de silver bullet. Il n'y a pas de management radical ou d'approche innovante qui va d'un seul coup, comme par magie, rendre votre entreprise plus innovante. Il n'y a que le travail. Dans la bonne direction, dans le bon contexte, en analysant le bon problème, en s'assurant que les obstacles sont supprimés pour permettre à l'équipe d'avancer. Rien d'autre que le dur labeur. C'est un des enseignements majeurs de l'ouvrage de Scott Berkun, The Myth of Innovation. Pourquoi s'agit-il d'une réalité inconfortable? Parce que ce que vendent ces consultants, Steve Denning, Gary Hamel, Aaron Dignan, etc., ce sont des moments révolutionnaires. J'ai plus qu'à mon tour, moi aussi été fasciné par ces idées. Comme le philosophe Matthew Stewart l'explique dans The Management Myth. Ce n'est pas un ordre nouveau que recherchent les théoriciens du management. C'est la sensation du moment révolutionnaire. Ils ne souhaitent pas voir réduire la valeur de leur contribution au seul % de l'inspiration. Ce qui est compréhensible, ce ne serait pas un business model très solide. L'innovation distribuée. Le sujet de l'amélioration continue est celui de la stratégie des petits pas. Mener là où est créée la valeur pour le client, par chacun dans l'entreprise, en se basant sur de l'observation, plutôt que dans des bureaux de dirigeants armés de présentations PowerPoint. Voilà une stratégie de croissance, voir les chapitres 5 et 10 à ce sujet. Manière de penser. Plus important encore, l'amélioration continue pratiquée chaque jour à travers l'ensemble de l'organisation permet de déployer une culture de résolution de problèmes. Cela devient alors une manière de penser. Cette manière de penser devient essentielle lorsque l'organisation doit faire preuve d'inventivité dans des situations extrêmes. Une histoire remarquable à ce sujet est celle de l'usine Aisin avec Toyota. The fire incinerated the main source of a crucial brake valve that Toyota buy from Aisin and use in most of its cars. Most Toyota plant kept only a 4-hour supply of the $5 valve. Without it, Toyota had to shut down its 20 auto plant in Japan, which built 14,000 cars a day. Some experts thought Toyota couldn't recover for weeks.
But 5 days after the fire, its car factory started up again. Only recently have Toyota and its suppliers revealed how they did it. Le fait que l'entreprise qui a mis l'amélioration continue au cœur de sa culture et de ses pratiques soit aussi le leader dans les véhicules à moteur hybride avec la Prius, un véhicule révolutionnaire. Sourire. Qu'ils ont développé en 18 mois lorsque la plupart des constructeurs mettent 24 à 36 mois pour un véhicule standard. Et que ce même constructeur soit celui qui propose le premier véhicule à pile à combustible tend à rendre la citation de Oren Harari encore plus discutable. Alors quelle est votre stratégie pour l'innovation de rupture? Centralisée avec des slides et du storytelling pour dirigeants? Ou avec des pratiques distribuées sur l'ensemble de votre organisation et du dur labeur? 5. Quelle stratégie d'amélioration pour votre entreprise? Les très nombreux changements qui sont à l'œuvre dans le monde depuis le tournant du siècle, innovation technologique, dérégulation, globalisation, concurrence agile et agressive, etc., font évoluer de façon très significative les attentes des clients et par voie de conséquence, la façon dont on produit, commercialise et distribue des produits et services. Dans ce contexte, les entreprises sont confrontées à un impératif d'amélioration. Livrer plus vite de la valeur, c'est des produits et services de qualité, à un coût maîtrisé, pour lutter dans des marchés saturés, le tout en s'efforçant de conserver ses meilleurs éléments sollicités par la concurrence. Pour répondre à cet impératif d'amélioration, je vous propose un petit exercice qui va vous permettre de tester différentes stratégies et tirer quelques enseignements. Le contexte. Prenons pour l'exemple 3 entreprises qui se partagent le marché de livraison à domicile d'innovation de rupture, Glassbook, Fooble et Yoyoda. Elles proposent toutes 3 une plateforme de services numériques à laquelle on peut accéder depuis son smartphone. Le marché étant en très forte croissance, ces 3 entreprises doivent développer des évolutions chaque mois pour répondre aux demandes des clients et aux évolutions du marché. Toutes 3 ont la même structure organisationnelle, décrite ci-après, et la même productivité de départ. La productivité des équipes est suivie de manière assez classique. Le nombre de pièces bonnes sorties par l'équipe pour les utilisateurs sur une durée donnée. Au début, chacune des 3 entreprises sort 10 évolutions par mois. Elles ont une productivité identique. La structure organisationnelle. Dans un souci pédagogique, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.